Pendant que les dirigeants calculaient leur prochaine décision, des millions de familles iraniennes passaient la nuit sans savoir si le lendemain existerait encore. Ce que vous allez voir s'appuie sur des tensions géopolitiques réelles, des faits documentés et des scénarios analysés par des experts internationaux. Certains éléments restent à ce jour non confirmés officiellement. Notre objectif, comprendre, contextualiser et anticiper. Tout commence en 1979, une révolution islamique, un pays qui bascule. Et depuis ce jour, une haine d'État entre Washington et Téhéran qui n'a jamais cessé de couver. Comment deux nations sont-elles arrivées au bord d'une guerre ouverte? Retour sur les sanctions, le programme nucléaire iranien, les proxys régionaux et surtout, la répression sanglante qui, en janvier 2026, a tout précipité. L'événement déclencheur, le 28 février, l'heure H. À quelques heures du lancement de l'opération, le ministre des Affaires étrangères omanais publiait sur X un message optimiste. La paix est à portée de main, sur l'Iran en 2026. Une nuit qui a changé le monde. Escalade et tension. Le feu se répand. Toute la région s'embrase. L'armée de l'air israélienne déclare avoir largué plus de 1200 munitions sur 24 des 31 trackers. Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Koweït, Irak, Syrie, en moins de 48 heures, toute la région est en guerre. Après Khamenei, chaos ou renaissance. Un triumvirat composé du président iranien, du chef du pouvoir judiciaire et d'un dignitaire religieux assure désormais la transition. Le 28 février 2026, à 2h30 du matin, heure de Washington. Pendant que la plupart des Américains dormaient, le président Donald Trump publiait une vidéo sur son réseau social. Pas de conférence de presse, pas de discours solennel à la Maison-Blanche, juste une caméra, une voix grave et une annonce qui allait réveiller le monde entier. Les forces armées américaines ont commencé des opérations de combat majeures en Iran. En quelques secondes, cette phrase a changé la face du Moyen-Orient. Mais pour comprendre ce qui s'est passé ce samedi matin, pour comprendre pourquoi des bombes sont tombées sur Téhéran, pourquoi des missiles ont frappé Dubaï, Bahreïn, le Qatar, pourquoi des millions de personnes à travers le monde se sont réveillées en cherchant frénétiquement les informations sur leur téléphone. Il faut remonter le temps. Loin, très loin. 1979. Cette année-là, l'Iran tel qu'il existait disparaît en quelques semaines. Le Shah Mohammad Reza Pahlavi, allié indéfectible des États-Unis depuis des décennies, est renversé par une révolution populaire et islamique menée par l'ayatollah Ruhollah Khomeini. En quelques mois, la République islamique d'Iran est proclamée. Un régime théocratique, dirigé par des religieux, avec à sa tête un guide suprême dont l'autorité dépasse celle de tous les présidents et ministres. Et dès ce premier jour, Washington devient l'ennemi juré. L'humiliation est totale quand, en novembre 1979, des étudiants islamistes prennent d'assaut l'ambassade américaine à Téhéran et retiennent 52 diplomates en otage pendant 444 jours. Une blessure que les États-Unis n'ont jamais vraiment cicatrisée. Depuis lors, les deux pays n'entretiennent aucune relation diplomatique directe. Pas d'ambassade, pas de ligne téléphonique entre les présidents. Deux nations qui communiquent à travers des intermédiaires, des ultimatums publics et depuis des années, des bombes. Mais l'Iran ne joue pas seul. Depuis 1979, Téhéran a patiemment tissé une toile à travers tout le Moyen-Orient. Ce que les experts appellent l'axe de la résistance. Un réseau de groupes armés alliés, financés, entraînés et guidés par les gardiens de la révolution iranienne. Le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, les milices pro-iraniennes en Irak et en Syrie. Autant de tentacules que Téhéran utilise pour projeter sa puissance dans la région sans exposer directement son territoire, une stratégie que Washington appelle avec mépris la guerre par proxy.
Donald Trump le dira lui-même pour justifier les frappes. Nous allons faire en sorte que les proxys terroristes ne puissent plus déstabiliser la région ou le monde. C'est une terreur de masse et nous n'allons plus la tolérer. En face, Israël. L'allié américain le plus proche dans la région. Un État qui vit depuis sa création sous la menace iranienne. Téhéran ayant juré à plusieurs reprises de l'effacer de la carte. Entre ces deux pays, pas de guerre directe pendant des décennies. Juste des assassinats ciblés, des cyberattaques, des coups bas dans l'ombre. Jusqu'à récemment. Car il y a une autre obsession au cœur de cette rivalité. Peut-être la plus dangereuse. Le nucléaire iranien. Depuis des années, les États-Unis et Israël accusent Téhéran de chercher à se doter de la bombe atomique. L'Iran a toujours nié, affirmant que son programme nucléaire est purement civil, destiné à produire de l'énergie. Mais les inspecteurs de l'ONU ont relevé des anomalies. Les centrifugeuses continuent de tourner, et l'uranium enrichi s'accumule à des niveaux qui inquiètent les chancelleries du monde entier. En 2015, un accord historique avait été trouvé, l'accord de Vienne, permettant à l'Iran de maintenir un programme nucléaire limité en échange de la levée partielle des sanctions. Un équilibre fragile, mais réel. Puis Trump est arrivé. Lors de son premier mandat, il a mis fin à l'accord de Vienne, accusant Téhéran de vouloir se doter de la bombe atomique. Les sanctions sont revenues, plus sévères que jamais. L'économie iranienne s'est effondrée, et le programme nucléaire iranien a repris de plus belle, comme si la fin de l'accord avait libéré Téhéran de toute contrainte. En juin 2025, les États-Unis avaient mené l'opération Midnight Hammer, visant les installations nucléaires iraniennes de Fordow, Natanz et Ispahan, à l'aide de bombardiers furtifs B-2 Spirit et de missiles de croisière Tomahawk. Une première guerre éclair de 12 jours, des sites dévastés, mais pas détruits. Le régime des Mollahs avait assuré dans la foulée être toujours en possession de 400 kg d'uranium enrichi, déplacé dans un lieu secret avant les bombardements. Le problème n'était pas résolu, il était juste reporté. Et puis il y a ce que les médias ont à peine eu le temps de couvrir entre deux crises, ce qui s'est passé à l'intérieur de l'Iran. En décembre 2025 et janvier 2026, une vague de contestation sans précédent a déferlé dans les rues iraniennes. Des millions de personnes, des jeunes, des femmes, des travailleurs, descendus dans la rue pour crier leur rage contre un régime qui les étouffe depuis 40 ans. Crise économique catastrophique, chômage massif, corruption généralisée, répression permanente. Cette contestation d'une grande ampleur a été réprimée dans le sang. Bombardements en Iran des clés pour comprendre. Et selon de nombreux médias et ONG, les bilans évoquent des dizaines de milliers de morts en quelques semaines. À Washington, Trump avait suivi ces événements de près et publiquement promis de venir en aide au peuple iranien. Ces mots n'étaient pas anodins. Ils annonçaient quelque chose. Début 2026, des négociations diplomatiques sont en cours entre Washington et Téhéran sur le dossier nucléaire. Les deux camps sont à la table. Des médiateurs, Oman notamment, font la navette. Les négociations ont duré jusqu'aux bombardements eux-mêmes. Et pendant ce temps, discrètement, méthodiquement, une autre machine se mettait en marche. Le 13 janvier, des hauts responsables de la sécurité nationale se réunissent à la Maison-Blanche pour examiner les options militaires potentielles. L'armée américaine commence à repositionner ses moyens au Moyen-Orient. Le 25 janvier, le groupe de porte-avions USS Abraham Lincoln est déployé vers le Golfe. Les pièces d'un échiquier titanesque sont en train de se mettre en place. Les États-Unis déploient dans le Golfe une importante force aéronavale avant d'envoyer en Méditerranée le plus gros porte-avions du monde, l'USS Gerald R. Ford. On négocie, mais on se prépare, les deux à la fois. Le monde, lui, regarde, inquiet mais pas encore certain. Les marchés financiers frémissent. Les compagnies aériennes surveillent les espaces aériens. Les ambassades mettent à jour leurs plans d'évacuation.
et dans les rues de Téhéran, les Iraniens, pris en étau entre un régime qui les réprime et des bombes étrangères qui approchent, vivent dans une tension insupportable. Comme le dira un élu français d'origine iranienne, les Iraniens vivent depuis 40 ans sous le joug d'un régime théocratique criminel et, aujourd'hui, ils se font bombarder. Ils sont pris en étau. Deux peuples, deux guerres simultanées, l'une contre leur propre gouvernement, l'autre contre les bombes qui arrivent du ciel. Le 28 février 2026, à l'aube. Quelques heures plus tôt, le ministre des Affaires étrangères d'Oman, le pays médiateur, avait encore tweeté un message d'espoir. La paix est à portée de main. Mais à Tel Aviv, les généraux israéliens ont déjà décollé. À bord de leurs F-35, de leurs jets de combat, de leurs drones de précision, ils volent vers l'Iran. Environ 200 appareils de l'armée de l'air israélienne, selon les chiffres qui sortiront dans les heures suivantes. La plus grande opération aérienne de l'histoire de l'État hébreu. Et quelque part au-dessus des eaux du golfe Persique, des bombardiers américains B-2 Spirit, furtifs, invisibles au radar, se dirigent eux aussi vers leur cible. La paix n'était pas à portée de main. La guerre venait de commencer